Bonjour à tous, nous sommes mardi 6 février 2024 et aujourd'hui il y a une news dans la Warhammer Community qui concerne bien la sortie de Les Cavaliers de la Mort. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, il y avait la révélation des Reader's Choice, les choix des lecteurs, et du coup avait été annoncé le fait que ces livres allaient être réimprimés. Les deux choix des lecteurs, pour rappel, c'était côté Warhammer Les Cavaliers de la Mort de Dan Abnett, et de l'autre côté, c'est-à-dire du côté Warhammer 40 000, c'était Night Lord de Simon Spurrier en français. Donc ces livres étaient sortis, celui-là je crois il y a plus de 20 ans, dans la bibliothèque interdite, donc ce n'était pas encore la Black Library, c'était format poche. Aujourd'hui les livres sont plus gros, donc ces deux livres que j'avais pour l'occasion achetés d'occasion justement, j'avais sauté dessus parce que forcément si c'est des choix des lecteurs c'est forcément des bons livres, et donc à pas cher, je les avais payés moins de 20 € chacun. Et donc j'étais plutôt content, je ne les ai pas encore lus, j'ai pas encore eu le loisir de les lire, ils sont dans ma pile à lire, et je finirai par les lire à un moment ou à un autre, mais en tout cas, ce sont les choix des lecteurs, c'est-à-dire les livres préférés des lecteurs Warhammer, et donc c'est forcément des livres plutôt bons. Donc si on revient sur l'article, on nous dit que oui, il y a eu les Reader's Choice, donc les choix des lecteurs, et que ce livre va ressortir et sera disponible, comme le deuxième, les deux livres seront disponibles à la précommande pour ce samedi. N'a pas été précisé, je ne pense pas, je ne me souviens plus si une version française sera là. En tout cas, moi je vous conseille toujours d'acheter d'occasion parce que c'est toujours moins cher. En tout cas, on verra samedi si la version française est là, mais je ne sais pas du tout. Je vous ai trouvé ce livre en occasion. Donc c'est-à-dire c'est la même version que j'ai là. Elle est à 19 €, 18,99 sur le Bon Coin. J'en ai vu d'autres ailleurs, mais les prix étaient un peu plus élevés. N'hésitez pas à fouiller le Bon Coin, Vinted, tout ça, tous les livres, ou de faire les brocantes. S'il en reste un petit peu, vous pourrez les trouver entre 10 et 20 balles. Au-delà, ça commence à être un petit peu cher. Je l'ai vu sur Amazon à 40 balles. C'est un non négatif pour moi. Payer un livre qui avait été vendu, je ne sais pas, entre 10,50 € à l'époque. Il avait été vendu 10,50 €, les mecs le vendent 40. Non merci. Mais 20 balles, bon, c'est déjà le double du prix, mais on va dire qu'avec l'inflation, tout ça, et puis la non-disponibilité, ça reste encore correct de le payer 19 €. Donc voilà, vous savez que si samedi, il n'y a rien en stock en français, peut-être sortira-t-il plus tard ou pas, mais en tout cas, on n'a pas du tout l'info et je peux pas vous renseigner là-dessus, mais il existe encore en occasion, et si vous voulez vraiment le lire, sautez dessus, ça vous fera une bonne lecture en plus. Les deux, je parle des deux, les deux sont dispo en occasion. Donc revenons à l'article. L'article nous présente un extrait, et je vais vous le lire ici. Alors je ne vais pas lire cet extrait-là sur le livre, mais je vais essayer de lire directement dans le bouquin. Pourquoi ? Eh bien parce que ce que vous voyez à l'écran, c'est une traduction Google Traduction, et forcément, les traductions Google Traduction ne sont pas de la même qualité que la traduction faite par un traducteur professionnel, et donc il y a des tournures de phrases ou des mots qui sont malencontreusement, maladroitement traduits, et ça ne fait pas très sens en français. Donc je préfère m'appuyer sur le livre où, il y a 20 ans, un mec a été payé pour traduire ça, et donc le français sera beaucoup plus correct. Je vais vous afficher ça, je vais virer ma sale tête de votre écran, et je vais vous lire l'extrait qui est aujourd'hui disponible sur le site, pas plus, pas moins, et on y va. À Echoka, l'endroit où le flot élargi du fleuve retentissait, ils s'accordèrent une journée de repos à leurs chevaux. Les gens de l'endroit observèrent leur arrivée d'un œil morose, visiblement peu impressionnés par le spectacle de 50 hussards impériaux avançant au petit trot, deux de front, sur la grande place de la ville. Tous les chevaux étaient des hongres de forte stature, billets, noirs ou gris.
Chacun des hommes était vêtu d'une demi-armure miroitante et avait la tête couverte d'une bourguignonne à couvre-nuque en queue de homard. Ils avaient à la main droite une lance légère qu'ils tenaient à la verticale. À chaque selle rebondissait une paire de pistolets ou de carabines à rouet. Le clairon lança une série de notes doubles, d'une longue et d'une courte. Les troupes levèrent leurs lances et mirent pied à terre dans un fracas de plaques de métal. Les hommes relâchèrent les sangles de leurs montures et leur flattèrent le garrot. L'officier responsable de la compagnie était un capitaine de cavalerie de 32 ans du nom de Meinhard Stower. Il ôta son casque, le prit par la jugulaire, et, de quelques chiquenaudes, se mit à enlever les brins de graminées qui s'étaient pris dans son cimier de plumes. Tout en s'occupant de la sorte, il aboya vers le clairon. « Karl, débrouille-toi pour savoir comment s'appelle ce patelin. »« Choïka, mon capitaine !» répondit le jeune homme en remettant son clairon d'argent étincelant dans l'étui qui se trouvait accroché à la selle. « Tu sais, ce genre de choses, bien sûr, » sourit Stower. « Et la rivière ?»« Le fleuve Linsk, mon capitaine. » Le capitaine leva ses mains gantées en un geste de supplication, et les lanciers qui l'entouraient se mirent à rire. « Oh, Sigmar, protège-moi des hommes instruits !» Le clairon s'appelait Karl Vollen. Il avait 20 ans, et il prit la plaisanterie avec un haussement d'épaule. Stower n'aurait pas posé cette question s'il avait pensé que Vollen n'en connaissait pas la réponse. Les chariots de ravitaillement de la compagnie firent une entrée tardive sur la Grand Place, accompagnés de leurs escortes de 6 lanciers, et allèrent se ranger derrière les lignes des chevaux. Stower fit un signe pour montrer qu'il avait remarqué leur arrivée et boita jusqu'à la fontaine installée près de puits. Il avait les jambes ankylosées et douloureuses de sa chevauchée. Il enleva l'un de ses gants et s'aspergea le visage avec l'eau du petit bassin de pierre. Puis il se rinça la bouche et recracha un liquide brunâtre sur le sol. Des gouttes d'eau brillaient dans son épaisse barbe taillée en pointe. « Selbold, Odamar, allez négocier de la nourriture pour les chevaux. Ne vous laissez pas rouler. Gerlach, essaie de trouver de la nourriture pour nous. Même remarque. Emmène Karl avec toi. Il sait probablement parler leur foutu langage. Si c'est le cas, paye-lui une bière. Ça donne soif de souffler dans cette trompette et de réfléchir comme ça. » Gerlach Heilemann portait l'étendard de la compagnie, un poste qui lui rapportait une solde et demie et le titre de vexillière. L'étendard était fixé sur une solide pièce de frêne de 3 coudées de long. La poignée était travaillée de dorure et ceinte de bandes de cuir. Au sommet de la hampe, il y avait une tête de dragon hurlant en cuivre, à l'arrière de laquelle étaient fixées 2 bandes de tissu taillées en queue, d'hirondelles. Ceci était censé symboliser la comète aux queues jumelles. Ce présage astrologique avait présidé au baptême des grandes époques de l'Empire. Selon certains, elle avait été aperçue tout récemment au cours des dernières saisons. Ceux qui savent ce que représente cette comète à double queue, petit clin d'œil. En dessous du drake de cuivre, une barre transversale soutenait la bannière peinte aux armes de la compagnie. Un carré de lin épais, brodé d'une passementerie de brocart doré. Une peau de léopard était suspendue derrière la bannière et des parchemins portant des extraits de l'évangile sigmarite étaient accrochés tout le long de son ourlet par des épingles en forme de rosette. Les champs de la bannière portaient le rouge et le blanc de Talabaim, et elle était frappée en or et en vert, les symboles de la grande cité-État. La hache de forestier et la feuille de trilobé
placés de part et d'autre du marteau impérial. Un grand wyrm ailé était enroulé autour du manche du marteau. Gerlach embrassa la poignée de l'étendard et le confia au lancier qui tenait son cheval. Il retira son casque et ses gants et fit signe de la tête au clairon. Les deux hommes traversèrent la place ensemble, dans des cliquetis de leur demi-armure. Tous les hussards étaient chaussés de hautes bottes de cuir de buffle qui leur montaient jusqu'à mi-cuisse. Et de là jusqu'au cou, ils étaient vêtus d'armures argentées et polies constituées de plaques articulées qu'ils portaient sur une chemise de mailles doublée de feutre. Cette compagnie de cavaliers était une troupe de prestige dont les membres étaient recrutés parmi ceux de la noblesse terrienne, à la différence des troupes appelées ou des armées régulières de l'Empire. Et de ce fait, chaque homme était tenu de fournir son propre armement. Leurs armures reflétaient cet état de fait, ainsi que de subtiles différences sociales qui pouvaient exister entre chacun des cavaliers. Gerlach Heilemann était le second fils de Sibrecht Heilemann, l'un des chevaliers adoubés ayant reçu ses éperons au sein de l'ordre du bouclier écarlate, l'unité des gardes du corps du comte électeur de Talabheim. Une fois terminé son temps de probation dans la compagnie des hussards, Gerlach pouvait espérer rejoindre son père et son frère aîné dans cet ordre noble. Sa demi-armure était à l'image de ses riches perspectives. Les plaques étaient gravées et travaillées de façon à rappeler les velours et les damas des vêtements de cour avec leurs manches bouffantes à crever et à cuirasses façonnées dans le style d'un gilet élégant se fermaient sur le devant. L'armure de Karl Rainer Vollen, bien qu'apparemment similaire, était beaucoup plus simple et traditionnelle. Le lignage du jeune homme remontait à la noblesse de Solande, mais son héritage avait été réduit en cendres par la guerre de 1707. Depuis ce temps, dépossédé et ruiné, sa famille était entrée au service de la maisonnée de leurs cousins, les Heilemann. Gerlach avait 2 ans de plus de Karl, mais ils avaient grandi derrière les mêmes murs, éduqués par les mêmes précepteurs, entraînés par les mêmes hommes d'armes. Pourtant, un monde de différence séparait les deux hommes, et ce monde était sur le point de s'élargir encore. Les bâtisses de pin de Tchoïka sur le Linsk étaient surmontées d'une toiture en bardeaux de peuplier qui se chevauchait et leur donnait un aspect écailleux. Cela faisait 1000 ans, une ville était établie à cet endroit. La version actuelle existait depuis 200 ans, depuis que celle qui l'avait précédée avait été rasée au temps de Magnus le Pieux. Le bois était sec, vieux et sombre. Il brûlerait rapidement lorsque son temps serait venu. Vollen et Heilemann entrèrent dans la salle lugubre qui tenait lieu d'auberge, en passant sous un pignon bas. Les montants de la porte avaient été incrustés de lingots de malachite. Au linteau, on avait suspendu toutes sortes d'amulettes, de bouquets d'herbes sèches et de vieux patins à glace à semelles de bois. Sous son plafond, aux poutres noircies par la fumée, l'endroit était très sombre. Le sol, de terre battue, était recouvert de brassées d'ajoncs souillés, et on pouvait y voir toute une collection mal assortie de bancs, de tabourets et de tréteaux disposés çà et là. L'air lourd était empuanti par la fumée d'un feu de bois, dont les volutes ondulaient dans le peu de lumière que donnaient les étroites fenêtres. Vollen décela des odeurs d'épices, de viande cuite à la broche, de vinaigre et de houblon. Heilemann ne sentit que des relents qui offensaient son odorat. 3 vieillards à longue barbe, rassemblés autour d'une petite table peinte, levèrent les yeux des minuscules godets de samogone qu'ils réchauffaient dans leurs mains arthritiques. Leurs yeux, aux paupières tombantes, profondément enfoncés dans leurs visages ridés, étaient parfaitement imperméables. « Salut à vous, les anciens !» dit Heilemann sur un ton indifférent. « Où est l'aubergiste ?» Leurs yeux continuèrent à briller sans ciller.
J'ai dit l'aubergiste, les vieux? Où est l'aubergiste? Il n'y eut aucune réponse, et ils ne donnèrent aucun signe d'avoir même entendu ces paroles. Hellemann mima l'acte de boire un verre et se frotta le ventre. Karl Rainer Wollen se détourna. Il avait du mal à supporter l'arrogance de Gerlach Heilemann ou ses pantomimes condescendantes. Il vit une immense épée large accrochée au mur et alla l'examiner. Sa lame était piquetée de rouille, c'était une arme kislévite. Une épée longue, des gospodars, à 2 tranchants, à la lame estampée d'une profonde cannelure, à la garde équipée d'un lourd quillon. Une chachka, pensa-t-il. Il pensa que c'était ainsi qu'on les appelait. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda une voix profonde. Wollen se retourna, s'attendant à se trouver face à un homme, mais au lieu de cela, il vit une forte femme au teint cireux qui était sortie de l'arrière-salle, serrant un couteau à découper à bout rond contre son tablier maculé. Ses yeux étaient réduits à l'état de fente par les chairs boursouflées de son visage. Elle regarda Gerlach fixement. « Manger? Boire » dit Gerlach. « Pas nourriture, pas boisson, » lui dit-elle. « Je peux en sentir l'odeur, » insista-t-il. Elle haussa les épaules dans un mouvement qui lui fit onduler la colline de ses épaules grasses sous son châle. « Bois qui brûle. »« Espèce de misérable vieille rosse !» éructa Gerlach. Il arracha une petite bourse de chevreau de sa ceinture et la vida sur le sol. Les pistoles d'argent de l'Empire rebondirent et ricochèrent au milieu des ajoncs malpropres. « J'ai 62 hommes assoiffés et affamés dehors, 62. Et pas un seul des loqueteux de ce trou n'est assez bon pour leur cirer les bottes. »« Gerlach, » dit Wollen. « Lâche-moi, Karl !» Une rougeur commençait à monter dans le cou de Heilemann, une manifestation de son sale caractère. Il se rapprocha de la grosse femme molle, puis se baissa brusquement et attrapa une pièce, la pinçant entre son pouce et l'index. Il lui ajouta sous le nez. « Tu vois là? Sa mainte majesté Karl Franz. C'est sur ses ordres que nous sommes ici pour prendre les armes et sauver ce foutu trou perdu. On pourrait penser que tu serais reconnaissante. On pourrait croire que tu serais contente de nous nourrir et de nous réchauffer, pour qu'on soit tous en pleine forme pour garder vos âmes. Je ne sais même pas pourquoi on ne vous laisse pas tous brûler. » La femme surprit Gerlach. Elle n'eut pas le moindre mouvement de recul. Elle lui asséna un revers qui fit voler la pièce hors de sa main avec une telle force qu'elle traversa l'auberge pour aller rebondir à l'autre bout avec un tintement. Elle hurla un chapelet de jurons à la figure, une proclamation torrentielle dans le rude langage de Kislev. Ce faisant, elle agitait son couteau à découper d'une façon très éloquente. Gerlach Heilemann recula d'un pas, il tendit la main vers sa dague. Wollen s'interposa entre les belligérants. « Assez !» aboya-t-il à Gerlach, en le repoussant d'une main. « Ça suffit, la mère !» ajouta-t-il en agitant la main vers elle pour lui faire signe de se calmer. Gerlach s'en alla en lâchant une exclamation pleine de mépris et Wollen se campa devant la femme. Il conserva les mains levées et ouvertes pour la rassurer. « Nous avons besoin de nourriture et de boisson, et nous paierons pour tout ça, » lui dit-il lentement. « Pas nourriture, pas boisson, » répéta-t-elle. « Non ? Tout parti, pris !» Elle lui fit signe de la suivre d'un geste sec et rapide et le guida vers une pièce sur le côté dans laquelle se trouvait une pile de sacs de seigle. Un coffre de bois était posé en équilibre sur la pile de sacs. Elle en souleva le couvercle et en montra le contenu à Wollen. Il était plein à ras-bord de pièces de monnaie de l'Empire. Il y en avait assez pour que les caisses des trésoreries de la plupart des compagnies militaires paraissent misérables en comparaison. Elle remua les pièces d'argent de sa grosse main. « Pris !» répéta-t-elle fortement.
Raconte-moi comment, dit-il. Et voilà. C'était eh bien l'extrait qui était... on va juste remettre ma sale tête. C'était l'extrait qui est ici eh bien, de manière bonne traduite en français, parce que si vous essayez de lire avec moi en même temps que moi, vous verrez que la traduction qui est proposée sur ce site, c'est du Google Traduction, donc c'est vraiment nul, et il y a beaucoup de différences. Mais en tout cas, voilà l'extrait que nous propose aujourd'hui gratuitement la Warhammer Community sur ce livre, eh bien, Les Cavaliers de la Mort. Je vous rappelle que il sera précommandable en anglais, mais je ne sais pas s'il sera en français ce samedi-là. Mais je vous rappelle aussi que je vous l'ai trouvé à 19 € en occasion dans le format que j'ai là actuellement entre les mains. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de le lire. En tout cas, moi, oui, ça m'a donné envie de le lire, et on découvre les deux personnages principaux, les deux copains, et on voit qu'ils ont quand même des différences aussi bien au niveau du background que au niveau de leur mentalité, et je pense que ça va être sympa de suivre leur évolution et pourquoi ils vont se faire face dans la suite de ce livre. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de le lire, j'espère que j'ai pas trop bafouillé pendant la lecture. On se revoit bientôt sur la chaîne dès qu'il y a une news sur la Black Library ou sur le lore de Warhammer. Gros bisous, à plus, salut.